Ma mère savait que mon frère avait une liaison qui a rendu ma femme enceinte, mais elle l'a protégé, m'a dit d'élever l'enfant et de payer ses dettes. Je m'appelle Javier, j'ai 30 ans et je suis ingénieur logiciel. Je ne viens pas d'une famille riche, tout ce que j'ai accompli l'a été par l'effort et de longues heures de travail. J'ai commencé par le bas, dans une petite entreprise de technologie, et j'ai gravi les échelons. Ce n'était pas le travail le plus glamour, mais j'étais passionné par la résolution de problèmes complexes et, surtout, cela m'a donné la stabilité que j'ai toujours recherchée. Il y a 3 ans, avant de me marier, j'ai pu acheter une maison décente dans un bon quartier, une réussite personnelle dont j'étais incroyablement fier, un symbole de mon indépendance et de ma capacité à construire un avenir solide. J'avais un bon salaire, des avantages sociaux, des économies, c'était la sécurité que beaucoup, à mon âge, désirent encore. Ma vie professionnelle était sur la bonne voie, et j'ai senti qu'il était temps de régler ma vie personnelle. Puis Isabella est apparue. Je l'ai rencontrée à la fête d'un ami. Elle était infirmière pédiatrique à l'hôpital local. Blonde, avec un sourire qui illuminait la pièce. Dès le premier instant, il y a eu une connexion indéniable. Nous avons parlé pendant des heures cette nuit-là. J'ai été captivé par son intelligence, sa passion pour son travail, elle pouvait expliquer des procédures médicales complexes d'une manière que même moi, un gars de la technologie, comprenais et admirais. Elle était dévouée, ambitieuse et semblait avoir les priorités bien définies. Elle était exactement ce que je cherchais chez une partenaire de vie. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an. C'était une belle cour, des rires, des conversations profondes, des projets d'avenir. J'avais l'impression de la connaître depuis toujours. Je l'ai demandé en mariage, et elle a dit oui, à travers des larmes de joie. Nous nous sommes mariés dans l'église de ses parents, une cérémonie petite et intime, avec seulement la famille et les amis proches. J'ai dépensé 2 mois de mon salaire pour la bague, un diamant de 2,1 carats en platine. C'était un investissement dans notre avenir, une promesse de la vie que nous construirions ensemble. Je croyais sincèrement avoir trouvé la personne avec qui je passerais le reste de mes jours. Je n'avais aucune idée de la tempête qui se préparait au-dessus de moi, ni que le bonheur que je ressentais était un château de cartes sur le point de s'effondrer. Pour comprendre l'ampleur de la trahison que j'ai subie, je dois vous parler de ma famille, en particulier de mon jeune frère, Miguel, et de ma mère, Elena. Miguel a 4 ans de moins que moi, mais il a toujours été le garçon en or, le centre de l'attention, plus beau, plus sociable, avec un don de la parole qu'il utilisait parfaitement pour obtenir ce qu'il voulait de ma mère. J'étais le silencieux, celui qui se réfugiait dans les livres et les ordinateurs, le responsable. Miguel était l'athlète populaire, j'étais le nerf du club d'échecs, un cliché ambulant. Ma mère, Elena, était enseignante en primaire avant de prendre sa retraite anticipée. Elle a toujours eu une faiblesse excessive pour Miguel. Elle l'appelait son âme sensible et artistique, même lorsque ses projets artistiques consistaient à ne rien faire ou à se mettre dans de petits ennuis. J'étais l'intello, le travailleur acharné, celui qui ne causait pas de problème, mais je n'ai jamais eu l'impression d'être à la hauteur à ses yeux comme Miguel l'était. Mon père, Roberto, un ingénieur mécanique à la retraite, était le contraire, logique, méthodique, juste. Il a toujours été équitable avec nous deux, même si je pense qu'au fond de lui, il avait du mal à comprendre l'attitude de Miguel. Il m'a appris des choses pratiques, comment changer l'huile de la voiture, comment réparer un robinet qui fuit, il respectait mon travail dans la technologie, même s'il ne le comprenait pas entièrement. Il était mon roc silencieux. La dynamique familiale est devenue douloureusement évidente lors des rassemblements. Je me souviens d'un dîner de Thanksgiving. Miguel est arrivé avec 2 heures de retard, sans le plat qu'il avait promis, mais avec une fille qu'il avait rencontrée la veille. Ma mère, au lieu de le gronder, s'est mise en 4 pour lui et sa compagne, alors que j'aidais à préparer le dîner depuis des heures. Mon père a juste secoué la tête et m'a versé un peu plus d'eau, loin du regard de ma mère. Après l'université, je me suis jeté dans ma carrière. Miguel, d'autre part, a rebondi d'un emploi à l'autre. Il durait quelques mois, s'ennuyait, partait, il avait toujours une excuse, patron toxique, environnement de travail étouffant. Pendant ce temps, ses factures de carte de crédit sont devenues le problème de mes parents, et parfois le mien. 2 fois, j'ai dû le sortir de petits ennuis juridiques, une amende pour conduite avec un permis expiré, une autre pour intrusion dans l'appartement d'une ex-petite amie, ça m'a coûté près de $3000 qu'il a promis de rembourser dès que les choses iraient mieux. Cette amélioration n'est jamais venue. Finalement, malgré mes doutes et les réserves de Carlos, mon patron qui avait rencontré Miguel à une fête d'entreprise et n'avait pas été impressionné par lui,
j'ai décidé de lui trouver un poste dans le département des ventes de mon entreprise. J'ai intercédé pour lui, j'ai promis à Carlos que je le tiendrais en ligne. Je pensais que le salaire de base de 65 000 $ plus les commissions et la structure d'une entreprise solide lui donnerait la stabilité dont il avait besoin. J'ai passé des week-ends à lui expliquer nos produits, la terminologie. Je lui ai dit que c'était sa chance de faire quelque chose de sa vie. Il semblait reconnaissant, il disait les bonnes choses. Carlos m'a regardé avec ce regard « J'espère que tu sais ce que tu fais » quand il nous a présenté. Moi, naïf, je pensais que ça marcherait. La famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Comme je me trompais. La première année de mariage avec Isabella a été, apparemment, bonne. Nous nous sommes installés dans la maison, avons fait des rénovations que nous aimions. J'ai mis environ 8 000 $ de mes économies pour l'améliorer, de nouveaux parquets en bois franc dans le salon, une salle de bain principale luxueuse avec une douche à effet pluie et un sol chauffant, l'aménagement paysager dans le jardin. Chaque centime investi a non seulement augmenté la valeur de la propriété, mais a fait de la maison notre maison, un endroit que nous avions construit ensemble. Nous avions nos routines, des petits déjeuners tranquilles le dimanche, des soirées en amoureux en milieu de semaine, des escapades occasionnelles à la maison du lac de ses parents, nous organisions des soirées de jeux avec des amis, prenions des cours de cuisine, nous faisions toutes ces choses que les couples heureux sont censés faire. Et nous semblions heureux. Il y avait du confort, de la complicité, nous pensions fonder une famille, peut-être dans 1 an ou 2. La vie suivait le cours que nous avions prévu. Environ 1 an après notre mariage, on m'a confié un projet majeur au travail, la reconstruction du système de paiement d'une grande chaîne d'hôpitaux. L'ironie que ce soit un système pour les hôpitaux, compte tenu de ce qui allait se passer, ne m'échappe pas maintenant. Le projet prenait beaucoup de temps. J'ai commencé à travailler plus longtemps, à rentrer à la maison après qu'Isabella soit déjà endormie. Travailler le week-end est devenu la norme. Le projet, qui devait durer 3 mois, s'est étendu à 6. J'ai commencé à manquer les petits déjeuners du dimanche, les soirées en amoureux. Je savais que le projet était crucial pour ma carrière, la mise en œuvre réussie d'un système pour une entreprise de plusieurs millions de dollars me mettrait sur la voie rapide vers un poste d'architecte principal, meilleur salaire, option d'achat d'actions, plus de contrôle sur mes projets. J'ai expliqué tout cela à Isabella, et elle semblait comprendre. Elle m'a même apporté le dîner au bureau quelques soirs, au début. C'est pendant cette période de longues heures de travail qu'Isabella est devenue amie avec Sophia, une infirmière itinérante de Seattle qui était en rotation de 6 mois à son hôpital. Sophia était, selon la description d'Isabella, tout ce qu'elle n'était pas, célibataire, insouciante, un peu sauvage. Soudain, Isabella a commencé à sortir pour des soirées entre filles avec Sophia, et revenait en racontant des histoires sur des bars et des clubs dont je ne connaissais pas l'existence, dans notre propre ville. J'étais trop impliqué dans mon projet, trop fatigué pour vraiment réaliser à quel point les choses changeaient. Avec le recul, les fissures apparaissaient déjà, mais je ne les voyais pas, ou je ne voulais pas les voir. Je construisais notre avenir sans réaliser que, en même temps, le présent s'effondrait. Les choses ont commencé à sembler vraiment étranges environ 4 mois avant que tout n'explose, juste au moment où mon grand projet au travail se terminait. Le système a finalement été lancé, et j'étais impatient de retrouver une vie normale avec Isabella. Mais quelque part en chemin, la normale avait été redéfinie, sans moi. L'horaire d'Isabella est devenu imprévisible. Elle avait toujours été cohérente avec ses quarts de 12 heures, 3 jours par semaine suivis de 4 jours de congé. Soudain, elle travaillait des quarts supplémentaires ou sortait plus souvent avec des collègues. Quand je demandais, les excuses changeaient, l'hôpital manquait de personnel, une amie, parfois elle mentionnait quelqu'un du nom d'Amber, parfois juste une collègue, traversait une rupture et avait besoin de soutien. Un soir, j'ai vérifié nos relevés bancaires par routine, et j'ai remarqué quelque chose de nouveau, Isabella avait retiré 200 $ en espèces chaque semaine au cours des 2 derniers mois. Quand je lui ai demandé nonchalamment à ce sujet, elle a dit quelque chose de vague sur le fait de préférer les espèces pour les petits achats et les sorties avec les filles. Cela semblait plausible en surface, mais c'était un comportement complètement nouveau pour elle. Elle n'avait jamais retiré autant d'argent liquide auparavant. J'ai essayé de raviver la connexion, j'ai suggéré un week-end pour célébrer la fin de mon projet, elle a dit qu'elle ne pouvait pas prendre de jours de congé, j'ai proposé de lui préparer son dîner préféré, elle m'a envoyé un texto de dernière minute disant que Sophia avait besoin d'elle pour quelque chose d'urgent. Une personne rationnelle aurait peut-être fait le lien plus tôt, mais j'agissais sur la base de la confiance. 6 ans de construction de systèmes d'entreprise m'avaient appris à rechercher plusieurs points de données avant de déclarer un bug.
J'avais besoin de plus de preuves. Puis il y a eu le truc du téléphone. Je la trouvais constamment en train d'envoyer des textos, avec un petit sourire aux lèvres, mais dès que j'entrais dans la pièce, le téléphone était retourné ou rapidement rangé. Quand je demandais à qui elle parlait, elle disait que c'était juste la conversation de groupe du travail. Son évasivité et son secret étaient frustrants, mais encore une fois, je me suis dit que tout le monde a droit à sa vie privée. Après lui avoir trouvé un emploi dans mon entreprise, Miguel a commencé à aller plus souvent aux apéros du bureau. Isabella venait aussi, disant qu'elle voulait nous soutenir tous les deux. Il y a eu une nuit, dans un bar culturellement adapté en cantine animée, où je suis resté coincé à parler à un client qui est arrivé à l'improviste. J'étais de l'autre côté de la pièce pendant peut-être 45 minutes. Quand je me suis finalement libéré, j'ai trouvé Isabella et Miguel dans une conversation très proche, dans un coin, leurs têtes se touchant presque. Ils ont sursauté un peu quand je me suis approché. Miguel a rapidement commencé à parler d'un contact à l'hôpital d'Isabella, expliquant qu'ils discutaient de la façon de leur vendre quelque chose. Cela semblait plausible. Ce qui n'avait pas de sens, au bar, c'était la façon dont la main de Miguel s'attardait sur le bras d'Isabella, ou comment ses joues étaient rougies de cette façon que je reconnaissais de nos premiers jours de fréquentation. Mais, encore une fois, mon propre frère, ma propre femme. Je l'ai classé comme une anomalie, pas un schéma. C'était trop douloureux d'envisager autre chose. Miguel a également commencé à se présenter chez nous sans prévenir. Il apportait de petits cadeaux à Isabella, son café préféré de ce café spécial du centre-ville, des chocolats chers, des bougies qu'elle aimait. Quand je le remerciais pour le geste, il disait quelque chose comme « Je prends juste soin de ma belle-sœur ». À l'époque, j'ai honnêtement pensé que c'était un beau geste, un signe que mes efforts pour l'aider à s'installer portaient leurs fruits, qu'il se rapprochait de ma famille. Comme j'étais naïf. J'étais un idiot complet. Au travail, Miguel réussissait dans la vente, de manière surprenante. Il a atteint 115% de son quota pendant 3 mois d'affilée. Il a commencé à mieux s'habiller, semblait plus concentré, secrètement, j'étais fier que mon aide ait été utile. Certains collègues m'ont félicité d'avoir remis Miguel dans le droit chemin, et j'ai ressenti une sorte de fierté fraternelle, déplacée. Antonio, un collègue proche, m'a un jour commenté en passant, avec un sourire étrange, que Miguel semblait très heureux ces derniers temps, comme s'il avait gagné à la loterie, ou était très amoureux. À l'époque, je pensais qu'il faisait référence à son succès dans la vente, mais maintenant je sais ce que ce sourire signifiait. Puis, environ 2 mois après le début des changements chez Isabella, elle a commencé à être malade le matin. Je l'entendais dans la salle de bain vers 6 heures du matin, le bruit de la douche pour se couvrir. Un matin, je me suis levé pour voir comment elle allait. J'ai tenu ses cheveux pendant qu'elle vomissait. J'ai suggéré qu'elle était peut-être enceinte, et elle a paniqué, vraiment terrifiée. Elle a dit que c'était juste un virus gastrique qui circulait à l'hôpital. Elle a immédiatement pris rendez-vous chez le médecin, mais elle ne voulait pas que j'y aille avec elle. Elle a dit que ce n'était rien d'inquiétant. Je suivais son cycle sur mon calendrier, après tout, nous essayions soi-disant d'avoir un bébé. Elle avait 2 semaines de retard, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Je ne l'ai pas mise sous pression, je pensais qu'elle me le dirait quand elle serait prête, peut-être qu'elle voulait être sûre avant de partager la nouvelle. Ricardo, un de mes amis qui travaille dans l'administration hospitalière, pas à l'hôpital d'Isabella, m'a appelé à cette époque pour prendre un verre. Il m'a demandé comment ça allait, et j'ai mentionné la mystérieuse grippe intestinale d'Isabella. Nausée matinale, mon frère, a-t-il dit avec un clin d'œil. J'ai dit à Isabella qu'elle le niait, et il a fait une drôle de tête. Vous essayez toujours, a-t-il demandé. Quand j'ai dit oui, il a hoché la tête et a brusquement changé de sujet. Ce soir-là, il m'a envoyé un message, et, je ne veux pas causer de problème, mais comment va Miguel dans votre entreprise? J'ai répondu qu'il allait bien, qu'il atteignait ses objectifs de vente. Ricardo n'a jamais expliqué pourquoi il a demandé, mais sa question, ainsi que l'incident du bar et les changements chez Isabella, ont semé une graine de doute persistante dans mon esprit. En même temps que les soupçons grandissaient dans ma vie privée, ma mère, Elena, a également commencé à agir étrangement. Au lieu d'appeler le téléphone fixe à la maison, comme elle le faisait, elle a commencé à appeler directement le téléphone portable d'Isabella quand j'étais là. Pendant ces appels, Isabella disait des choses comme « Oui, j'ai déjà cette ordonnance » ou « Je vais vérifier cette offre ». Mais les conversations semblaient beaucoup plus longues que nécessaire pour parler d'ordonnance ou de vente. Une fois, je suis entré dans la pièce alors qu'il parlait en haut-parleur,
et ma mère a rapidement dit « Oh, Javier est à la maison, nous parlerons plus tard. » Elle a raccroché brusquement. Ma mère avait toujours aimé Isabella, mais soudain, ils avaient une nouvelle proximité, une complicité qui m'excluait. Ils faisaient du shopping ensemble, ils avaient des blagues intérieures que je ne comprenais pas. Elena a même donné à Isabella un collier de famille, un bijou qui devait aller à ma future femme depuis que j'étais enfant. Quand j'ai mentionné à ma mère à quel point j'étais surpris par cela, elle a répondu d'un ton légèrement sec « Eh bien, c'est votre femme maintenant, n'est-ce pas ?» Quelque chose dans sa voix semblait forcé, presque défensif. Tante Carmen, une sœur de mon père, un peu réservée mais très observatrice, a rendu visite à mes parents une semaine avant que tout n'explose. Je suis passé les saluer. Isabella et Miguel étaient également là. J'ai remarqué que tante Carmen regardait Isabella et Miguel alors qu'ils discutaient dans un coin du jardin. Leurs têtes étaient très proches, riant de quelque chose, ce n'était pas un rire normal entre beaux-parents, il y avait une intimité inconfortable. Tante Carmen m'a regardé, puis les a regardés, et a secoué la tête presque imperceptiblement. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait dit à mon père, Roberto, que quelque chose ne semblait pas normal entre ces deux-là, mais Elena a rapidement rejeté son inquiétude, disant que tante Carmen voyait toujours des fantômes. Une autre tentative de dissimulation que, à l'époque, je n'ai pas pu interpréter correctement. Mon ami Antonio, mon collègue de travail, a de nouveau fait un commentaire sur Miguel. Il m'a dit qu'il l'avait vu sur le parking de l'entreprise un samedi matin, qu'il semblait habillé comme pour un rendez-vous, et que Miguel était devenu nerveux quand il l'a vu. Il a ajouté qu'il avait également entendu Miguel parler au téléphone, se disputant à propos de besoins d'argent d'urgence et d'un problème qu'Elena allait résoudre. Ces petites pièces, bien que sans lien, s'accumulaient. J'ai commencé à ressentir un besoin croissant de connaître la vérité, même si l'idée me terrifiait. Le déni est devenu insoutenable. Ma logique d'ingénieur me disait qu'il y avait trop de points de données anormaux. J'ai ressenti une pression interne, un besoin de mettre un nom sur ce malaise grandissant. J'ai décidé que je devais chercher cette preuve, cette seule pièce de preuve qui confirmerait ou infirmerait mes craintes. Je savais que vérifier les emails d'Isabella était une violation de la vie privée, mais je sentais que les circonstances me poussaient à le faire. C'était une spirale de méfiance dont je ne pouvais plus m'échapper. La tension à la maison était presque palpable pour moi, bien qu'Isabella semblait inconsciente, ou simplement une meilleure actrice. Je me souviens d'un après-midi. Je suis rentré à la maison plus tôt que prévu. Ma voiture avait un problème et j'ai dû rentrer en taxi. J'ai franchi la porte d'entrée et j'ai entendu des voix dans le salon, la voix d'Isabella, riant de manière détendue, et la voix de Miguel. Il parlait de quelque chose d'idiot, une anecdote. Je me suis figé à l'entrée. Miguel était-il là? Il n'avait pas prévenu. Je me suis dirigé vers le salon, et je les ai trouvés assis sur le canapé, très proches l'un de l'autre. Isabella avait un livre ouvert sur ses genoux, Miguel tenait une tasse de café. Il n'y avait rien d'évidemment compromettant, mais la rapidité avec laquelle ils se sont légèrement séparés, et leur visage surpris, en particulier celui d'Isabella, m'ont mis en alerte. « Javier, qu'est-ce que tu fais ici ?» a demandé Isabella avec un sourire forcé. « Ma voiture est tombée en panne », ai-je répondu, ma voix plus tendue que je ne le voulais. Miguel s'est levé maladroitement, renversant un peu de café. « Ouais, je suis passé dire bonjour à Isabella, puisque j'étais dans le coin, a-t-il dit, l'air un peu nerveux. Il est resté un peu plus longtemps, la conversation maladroite, avant de trouver une excuse pour partir. Ensuite, Isabella a agi comme si de rien n'était, mais l'image d'eux ensemble, la rapidité de leur réaction, s'est ajoutée à la liste croissante d'étrangetés. Antonio, mon collègue, m'a de nouveau contacté. Il a été plus direct cette fois. Il m'a dit qu'il avait vu Miguel sur le parking de l'entreprise plusieurs fois à des heures étranges, parfois avec quelqu'un qui semblait être une femme. Il ne pouvait pas être sûr que c'était Isabella, mais il l'a décrite vaguement. Plus important encore, il avait surpris des bribes des conversations téléphoniques de Miguel au bureau, mentionnant de l'argent, un gros problème que personne d'autre ne pouvait résoudre et, ce qui m'a glacé le sang, le nom d'Isabella dans un contexte qui ne semblait pas lié au travail. Antonio était inquiet, il savait que Miguel était mon frère et ne voulait pas avoir de problème, mais il sentait qu'il devait me dire quelque chose. Ces mots ont été un choc, la confirmation que mes craintes n'étaient pas de la paranoïa. Il y avait un lien clair et inquiétant entre Miguel, Isabella et des problèmes qui étaient cachés. Cette nuit-là, l'anxiété était insupportable. Je ne pouvais plus prétendre que rien ne se passait. Les mensonges, le secret,
Les accidents, les avertissements voilés d'amis, les observations de tante Carmen, et maintenant les mots d'Antonio, la logique me criait que quelque chose de fondamentalement mauvais se passait. J'ai repensé au retrait d'argent d'Isabella, à ses horaires erratiques, à sa panique à la suggestion de grossesse. Je savais que c'était une mesure drastique, une trahison de la confiance qui aurait dû exister, mais je sentais que je n'avais pas d'autre choix. Je devais chercher la vérité au seul endroit où elle serait probablement cachée. J'ai décidé de vérifier l'email d'Isabella sur l'ordinateur partagé. Il ne s'agissait pas de l'email de livraison de meubles qui était l'excuse initiale, c'était parce que j'avais besoin de connaître la vérité. Je devais trouver cette dernière pièce du puzzle, aussi douloureuse soit-elle. C'était un jeudi après-midi. Isabella était au travail, j'avais trouvé une excuse pour rester à la maison, disant que je devais attendre un appel de travail important, bien qu'en réalité mon esprit était à des années-lumière de tout projet de logiciel. La maison était silencieuse, l'air semblait épais, lourd de la tension que seul moi percevais. Je me suis assis à l'ordinateur dans le bureau partagé, mon cœur battant dans mes tempes. J'ai hésité un instant, la voix de ma conscience me disant d'arrêter, de respecter sa vie privée, que la confiance était tout dans un mariage, mais une autre voix, plus forte et plus urgente, alimentée par des mois de doute, de peur et de signes ignorés, m'a poussé à continuer. J'ai ouvert le navigateur, je me suis connecté à son compte de messagerie. La boîte de réception s'est chargée, et j'ai eu le souffle coupé. Et c'était là, en haut de la liste des emails récents, un fil de conversation entre Isabella et ma mère, Elena. Le sujet de l'email m'a glacé, une phrase simple mais dévastatrice, que Javier ne le découvre pas. Le monde s'est arrêté. Mon estomac s'est noué avec une nausée instantanée, pire que ce qu'Isabella prétendait ressentir le matin. J'ai fixé cette ligne, hypnotisé par l'horreur. Que je ne le découvre pas? À propos de quoi? Quel secret ma femme et ma propre mère partageaient-elles qui devaient m'être cachés? Mon esprit s'est emballé, passant en revue toutes les étrangetés des derniers mois, toutes les excuses, tous les regards. La trahison avait déjà un nom, avant même d'ouvrir l'email. Mais je ne pouvais pas m'arrêter, je devais connaître l'ampleur de l'abîme. Avec des mains tremblantes, j'ai cliqué sur le fil de conversation, et c'est comme si j'étais frappé encore et encore, sans pitié. Des emails datant de 3 mois, discutant de la façon de cacher la liaison d'Isabella avec Miguel. Le premier ensemble de mai était plus prudent, Elena demandant à Isabella si elle était sûre de cela, l'avertissant d'être plus prudente avec moi, mais la prudence s'est rapidement estompée. Les emails sont devenus explicites, froids, calculateurs, ma propre mère, ma mère donnant des conseils détaillés à ma femme sur la façon de me mentir. Elle lui disait quand simuler des quarts supplémentaires à l'hôpital, quelles excuses utiliser si je demandais, comment gérer les sorties avec Sofia, elle a même offert sa propre maison comme lieu de rencontre pour Isabella et Miguel quand mon père, Roberto, n'était pas là. Un email disait, Roberto joue toujours 18 trous le jeudi, donc vous avez au moins 4 heures de libre. Elle avait créé un horaire détaillé des absences de mon père pour faciliter leur rencontre. Ma mère, la femme qui m'a donné la vie, conspirait activement dans mon dos, aidant ma femme à coucher avec mon frère. Et puis est venue la bombe. Les emails les plus récents concernaient la grossesse. Isabella était enceinte de 2 mois, confirmée par son médecin. Et il n'était pas sûr si c'était le mien ou celui de Miguel, le moment de leur rencontre coïncidait avec notre intimité. Il y avait un email d'Isabella, paniquée, après que j'ai suggéré que ces nausées matinales pourraient être une grossesse. Et la réponse de ma mère, la plus cruelle et la plus cynique de toutes, elle a dit à Isabella de le faire passer pour le mien, ou de toute façon, que je serais un meilleur père que Miguel, que ce qu'il ne sait pas ne lui fera pas de mal. Lire ces emails était une torture. J'avais l'impression de me noyer dans une mer de mensonges. Chaque mot était un poignard. La nature systématique de tout cela m'a détruit. Ce n'était pas une erreur impulsive, c'était une tromperie planifiée, consciente, entretenue dans le temps, impliquant les 3 personnes qui étaient censées m'aimer le plus au monde, ma femme, mon frère, ma propre mère, une conspiration familiale contre moi. Je me suis senti physiquement malade, comme si mon âme avait été déchirée. Je suis resté assis devant l'écran pendant ce qui semblait des heures, mon cœur battant de manière irrégulière, mon esprit sous le choc. J'ai relu les emails encore et encore, cherchant désespérément quelque chose, n'importe quoi, qui me dirait que c'était un malentendu, une blague cruelle, un cauchemar, mais non. C'était terriblement clair. Les preuves étaient indéniables, concluantes. Le désespoir initial a fait place à une froide détermination. Je ne pouvais pas les laisser s'en tirer,
Il ne pouvait pas détruire ma vie et s'en tirer. La logique de l'ingénieur, le besoin de données et de stratégie, a pris le dessus instinctivement. Je devais me protéger, j'avais besoin de preuves tangibles. J'ai pris des captures d'écran de chaque email, j'ai sauvegardé tout le fil de conversation sur une clé USB, j'ai imprimé les emails les plus compromettants, ceux qui montraient la planification, la grossesse, le doute de paternité et la complicité de ma mère, et je les ai mis dans un dossier. Ma main tremblait encore, mais mon esprit semblait étrangement clair, concentré sur la tâche. J'avais besoin d'aide, de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance qui n'était pas impliqué dans ce marécage familial. J'ai appelé Carlos, mon patron. Je lui ai dit, la voix brisée, que quelque chose de terrible s'était passé, que j'avais besoin de son conseil de toute urgence. Il a écouté calmement. Je lui ai donné les détails essentiels, Isabella, mon frère, la tromperie, la complicité de ma mère, la grossesse. Il n'a rien essayé de minimiser. Sa réaction a été immédiate et directe, sa voix pleine d'une réelle préoccupation, « Ravière, tu as besoin d'un avocat tout de suite. Et en aucun cas tu ne dois les confronter pour le moment. Pas avant d'avoir tout sécurisé. » Carlos connaissait une excellente avocate en divorce, Sarah Gutiérrez, par sa propre expérience personnelle. Il l'a appelée immédiatement, depuis mon salon, avec le téléphone en haut-parleur. Sarah a écouté mon histoire, sa voix calme et professionnelle. Elle a expliqué ma position juridique, étant donné que nous vivions dans un état où l'infidélité était un facteur pertinent dans le divorce, et que j'avais des preuves claires, ma position était forte. Le plus important, la maison. Je l'ai achetée avant le mariage, c'était ma propriété distincte. La même chose avec la plupart de mes investissements et de mes économies. Son conseil était catégorique, sécurisez vos finances aujourd'hui. L'instruction de Sarah Gutiérrez était claire et urgente, protégez mes finances. Carlos, sans hésitation, a proposé de m'emmener. Nous avons conduit jusqu'à la banque. Assis dans la voiture, avec le dossier de mai sur mes genoux et ma tête encore sous le choc, j'ai ressenti une vague de gratitude pour avoir quelqu'un comme Carlos dans mon coin. Il était une oasis de bon sens dans le désert de ma vie. À la banque, j'ai suivi les instructions de Sarah. Nous avons déplacé la plupart de nos fonds communs vers un compte individuel à mon nom. J'ai laissé un montant spécifique, environ $2000, sur le compte commun. C'était suffisant pour montrer que je n'essayais pas de laisser Isabella sans rien, mais loin d'être suffisant pour financer une nouvelle vie avec mon frère. Le reste, environ $80 000, est allé sur mon compte séparé. J'ai également appelé ma société d'investissement pour vérifier que mes actifs prénuptials, environ $115 000 dans divers fonds, étaient correctement documentés comme des biens distincts. C'était un processus froid et mécanique, un contraste brutal avec la tempête émotionnelle qui me déchirait à l'intérieur. J'avais l'impression de démanteler la structure de ma vie, mais en même temps, je construisais un bouclier. Quand Isabella est rentrée à la maison ce soir-là, j'avais déjà mis en branle la machinerie juridique et financière. Sarah rédigeait les papiers de divorce. Carlos m'avait aidé à reprendre mes esprits, du moins en surface. Le plus dur était de faire semblant que tout était normal. « Comment s'est passé ton quart ?» ai-je demandé, ma voix étonnamment stable. « Épuisant », a-t-elle dit, détaillant une prétendue crise aux urgences que je savais être un mensonge. Je la regardais me mentir en face, pensant aux emails où elle décrivait sa rencontre avec Miguel chez ma mère ce jour-là. C'était une torture. Elle m'a demandé pourquoi la voiture de Carlos avait été dans notre allée plus tôt, apparemment les voisins lui avaient dit. Il y a toujours des yeux curieux. Je lui ai dit que nous discutions d'un projet de travail urgent. Un autre mensonge ajouté à la pile. Chaque mot que je disais qui n'était pas la vérité me brûlait la gorge, mais je savais que je ne pouvais pas risquer une confrontation maintenant. J'avais besoin de temps pour tout sécuriser et planifier mon prochain coup. Je devais être stratégique. La rage et la douleur deviendraient mes outils. Les jours suivants ont été un enfer. Je menais une double vie. J'allais au travail, j'interagissais avec mes collègues, Antonio continuait à faire des commentaires voilés sur Miguel que je comprenais maintenant parfaitement, tandis que Carlos m'offrait un soutien discret. Je rentrais à la maison le soir, je faisais semblant que tout était normal avec Isabella. Nous bavardions, regardions notre série télévisée habituelle du jeudi soir, tout cela alors qu'à l'intérieur, j'étais en train de mourir. Chaque sourire d'elle, chaque contact désinvolte, chaque « je t'aime » me poignardait. J'avais l'impression d'être un espion dans ma propre maison. J'ai saisi toutes les occasions pour continuer à sécuriser ma position.
J'ai rassemblé tous mes documents importants, passeport, certificat de naissance, titre de propriété prénuptiale, police d'assurance. Je les ai mis dans un coffre-fort dans une autre banque. J'ai bloqué nos cartes de crédit communes, ne lui laissant que sa carte de débit liée au compte commun que j'avais presque complètement vidé. Suivant les conseils de Carlos et Sarah, j'ai décidé d'installer de petites caméras de sécurité dans les parties communes de la maison, le salon, la salle à manger, l'entrée. C'était légal, car c'était ma propriété. Un technicien est venu pendant qu'Isabella était au travail. Je lui ai raconté une vague histoire de problèmes récents dans le quartier. Les caméras me donneraient la tranquillité d'esprit et, plus important encore, des preuves s'ils essayaient quelque chose de drastique pendant la confrontation, vol, destruction de preuves, causer des dommages. Savoir que chaque interaction à partir de maintenant pourrait être enregistrée me donnait un froid sentiment de contrôle. Ricardo, mon ami de l'hôpital, m'a envoyé un message. Il s'est excusé de ne pas avoir été plus clair avant, mais il ne voulait pas se mêler de mon mariage s'il avait tort. Il m'a dit qu'il avait vu Isabella et Miguel plusieurs fois dans un restaurant près de l'hôpital, et qu'ils n'avaient pas l'air de simples beaux-parents, que leurs gestes, leurs regards, la façon dont ils riaient ensemble, lui avaient semblé trop intimes. Il m'a remercié de lui avoir dit que je savais déjà, et m'a offert son soutien inconditionnel. Sa confirmation extérieure, bien que douloureuse, a solidifié ma résolution. Je n'étais pas fou, ce n'était pas mon imagination. Mon plan pour la confrontation s'est solidifié le dimanche soir. Isabella était sous la douche, son iPad était sur la table basse. Une notification de texto de Miguel est apparue, j'ai hâte de te voir demain chez maman. J'ai une surprise pour toi. C'était là, la preuve que la tromperie ne s'était pas arrêtée, elle se passait juste sous mon nez, tous les jours. La rage m'a consumé, mais c'était une rage froide et concentrée. J'ai décidé que la confrontation serait imminente, et sur mon terrain. Le lundi matin, j'ai appelé mon père, Roberto. Je lui ai demandé si lui et Elena pouvaient venir dîner chez moi ce week-end. Je lui ai dit que j'avais de bonnes nouvelles à partager avec toute la famille. Il a semblé surpris, car je n'avais pas l'habitude d'organiser de grands dîners de famille, mais il a facilement accepté. « Es-tu sûr de vouloir recevoir ? Ta mère et moi pouvons le faire, a-t-il proposé. « Oui, j'insiste, papa. Ça doit être ici, ai-je dit, pensant à quel point il serait parfait de les confronter tous sur mon territoire, dans la maison que j'avais construite avec mes efforts et qu'ils avaient souillée. J'ai aussi invité Miguel. J'ai parlé du dîner à Isabella, que mes parents et Miguel venaient. Je lui ai demandé de se préparer pour un dîner spécial. J'ai pu voir la tension instantanée dans ses épaules quand j'ai mentionné que Miguel venait. Elle semblait nerveuse, agitée. Les jours précédant le dîner ont été une torture d'anticipation. Je la surveillais de près, elle envoyait constamment des textos avec le même petit sourire qui me semblait autrefois innocent et qui me dégoûtait maintenant. Je savais qu'elle coordonnait des histoires avec Elena et Miguel, essayant probablement d'anticiper quelle bonne nouvelle je pouvais avoir. J'ai rencontré Sarah Gutiérrez 2 fois de plus cette semaine-là. J'avais les brouillons finaux des papiers de divorce prêts. Nous avons passé en revue la stratégie. Elle m'a rappelé de rester calme, de ne pas me laisser emporter par l'émotion, de ne menacer physiquement personne, devant les caméras, oui, je lui ai parlé des caméras. Le jeudi, Sarah m'a appelé pour me dire que les papiers étaient prêts à être récupérés. Je suis allé les chercher pendant ma pause déjeuner. L'enveloppe manille avec les documents semblait lourde dans mon sac à dos, comme si elle y brûlait un trou. Tout l'après-midi. Le jour du dîner, un samedi, j'ai pris l'après-midi de congé pour tout préparer. Je n'avais pas l'estomac pour cuisiner, j'ai commandé à emporter dans ce restaurant italien chic du centre-ville, celui dont Isabella et Miguel aimaient la nourriture. Une autre petite touche cruelle. J'ai placé les papiers de divorce dans une enveloppe manille discrète sur la table basse du salon, où je prévoyais de commencer la confrontation, et le dossier avec les preuves, les emails imprimés, dans une enveloppe plus grande, celle-ci pour mon père. Je me suis assuré que la caméra dans la salle à manger était allumée et enregistrait. J'ai préparé la dernière pièce de mon plan. J'ai encaissé certaines de mes options d'achat d'actions au travail, l'argent que j'avais travaillé si dur pour gagner. J'ai obtenu un chèque certifié au nom de mon père pour 10 000 $. C'était le montant exact que je savais que mes parents avaient récemment prêté à Miguel pour le sortir de sa énième dette de carte de crédit. Ma pensée était simple et froide, Roberto, mon père, était le seul innocent dans tout cela. Il méritait de récupérer son argent avant que la famille ne s'effondre et que Miguel ne disparaisse à nouveau avec ses dettes.
C'était un acte de respect envers mon père, et un message subtil que je savais qui payait les conséquences des désastres de Miguel. Mes parents sont arrivés les premiers, vers 18h30. Elena m'a fait un câlin forcé et étrange, ses yeux cherchant immédiatement Isabella. « Où est Isabella » a-t-elle demandé, la voix tendue. Elle est en haut en train de finir de se préparer, ai-je répondu, ma voix étonnamment stable. Roberto m'a salué avec son câlin calme habituel. Je pouvais voir la curiosité dans ses yeux à propos des bonnes nouvelles. Miguel est arrivé le dernier, vers 18h45. Il est entré avec ce sourire arrogant qui me donnait envie de le frapper. Il m'a fait un de ces câlins fraternels, me tapant dans le dos comme si nous étions encore proches. J'ai dû utiliser chaque once de maîtrise de soi pour ne pas réagir, pour garder le masque. Isabella est descendue les escaliers. Elle portait cette robe bleue que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Elle avait l'air nerveuse, mais belle, ce qui a fait bouillonner encore plus la rage en moi. Nous nous sommes assis pour dîner. La table était élégamment dressée, la nourriture italienne dégageait un arôme délicieux qui contrastait terriblement avec l'atmosphère chargée. J'ai essayé de garder la conversation légère, parlant du travail, du temps, du golf de mon père. Elena n'arrêtait pas de jeter des regards nerveux entre Isabella et Miguel. Isabella touchait à peine à sa nourriture, elle la déplaçait simplement dans son assiette. Le silence inconfortable pesait sur nous. Après le plat principal, Roberto, toujours inconscient du volcan sur le point d'entrer en éruption, a levé son verre. « Eh bien, fils, a-t-il dit avec un sourire chaleureux, quelles sont ces bonnes nouvelles que tu voulais partager avec nous ?» C'était le moment. J'ai ressenti un étrange calme m'envahir. J'ai souri froidement, j'ai attrapé sous la table où j'avais laissé l'enveloppe manie avec les papiers de divorce. « En fait, j'ai quelque chose de très important à partager, » ai-je dit, en faisant glisser l'enveloppe sur la table vers Isabella. Ce sont les papiers de divorce. La pièce est tombée dans un silence absolu, lourd. Le sourire a disparu du visage de Roberto. Le visage d'Isabella est devenu complètement blanc. « Qu'est-ce que tu dis » a-t-elle chuchoté, sans ouvrir l'enveloppe. Elena a poussé un cri théâtral, « Comment oses-tu, Ravière, l'accuser d'une telle chose ? Isabella ne ferait jamais ça. » Je l'ai coupée. Je savais qu'elle essaierait de détourner l'attention, de nier, de me blâmer. J'ai sorti la deuxième enveloppe, celle qui contenait les preuves. Je l'ai tendue à mon père. « Et ça, papa, ce sont des emails entre maman et Isabella, discutant de la liaison et de la façon de me la cacher. Ça dure depuis au moins 3 mois. Maman a été la principale complice. » Les mains de Roberto tremblaient visiblement alors qu'il prenait l'enveloppe. Il a commencé à lire les emails imprimés. La couleur a quitté son visage. Miguel s'est levé brusquement, renversant sa chaise. « Tu n'avais pas le droit de vérifier ces emails, » a-t-il crié, déviant, comme si c'était ça le crime. Je pense que j'avais tout à fait le droit de savoir que ma femme couche avec mon frère, et qu'elle pourrait être enceinte de son enfant, ai-je dit, ma voix toujours étonnamment calme, bien que la rage à l'intérieur soit volcanique. Combien de temps comptais-tu le cacher, Isabella ? Allais-tu le faire passer pour le mien ? Isabella a fondu en larmes. Ce n'est pas ce que tu penses, je t'aime, c'était une erreur. Une erreur de 3 mois avec mon frère, pendant que ma mère te couvrait ? J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Et maintenant tu es enceinte. Elena a essayé d'arracher les papiers à Roberto, mais il les a tenus hors de sa portée. Elena, qu'est-ce que c'est ? A demandé Roberto, sa voix dangereusement basse et contrôlée. Tu as aidé à cacher ça à Ravière ? La vraie panique a remplacé l'indignation feinte sur le visage de ma mère. Isabella, tu m'as dit que tu étais sûre que c'était celui de Ravière, a-t-elle dit, essayant de blâmer Isabella, la jetant sous le bus pour se sauver. Roberto a levé les yeux des emails, son visage dur comme de la pierre. Elena, savais-tu cela ? As-tu aidé à cacher cela à notre fils ? Sa voix était à peine un chuchotement, mais mortellement sérieuse. Elena a commencé à pleurer, essayant de jouer la victime. Je voulais juste protéger la famille. Miguel a fait une erreur, mais briser la famille n'aiderait personne. Puis Miguel, cette ordure arrogante, a ricané, allez, ce n'est pas si grave. Isabella et moi, on s'est connectés, ça arrive. Ravière travaille tout le temps de toute façon, il ne fait à peine attention à elle. Quelque chose en moi a finalement éclaté. Le calme glacial a disparu dans une explosion de rage pure et viscérale.
Je me suis levé, j'ai fait le tour de la table et je l'ai frappé en plein dans le nez. Il y a eu un craquement satisfaisant. Le sang a immédiatement commencé à couler sur son visage. Il a reculé en trébuchant, renversant une table d'appoint. Miguel, a crié Elena, courant vers lui. Javier, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Roberto s'est alors levé, avec une expression plus furieuse que je ne lui en avais jamais vu porter. Assez, Elena. Notre fils vient de découvrir que sa femme et son frère l'ont trahi de la pire des manières, et tu t'inquiètes pour le nez de Miguel. Il a pointé du doigt Miguel, sors de cette maison. Tout de suite. Miguel, tenant son nez en sang, nous a tous regardés avec haine. Ce n'est pas fini. Vous le regretterez, a-t-il craché avant de sortir en trombe par la porte d'entrée. Elena a essayé de le suivre, mais Roberto l'a fermement saisi par le bras. Tu restes ici. Nous avons beaucoup de choses à discuter sur ton rôle dans tout ça. Isabella pleurait toujours à table. Javier, s'il te plaît, on peut arranger ça, je suis tellement désolé, c'était une terrible erreur. Je me suis tourné vers elle, ne ressentant que du mépris froid. Je veux un test de paternité. Si tu gardes ce bébé, je dois savoir si c'est le mien. Et de toute façon, c'est fini entre nous. C'est fini. J'ai sorti le chèque certifié de $10 000 et je l'ai tendu à mon père. C'est pour rembourser ce que Miguel t'a emprunté récemment, papa. J'ai pensé que tu devrais récupérer ton argent avant que tout cela ne s'effondre. Roberto a regardé le chèque, puis moi, ses yeux remplis de tristesse et de compréhension. Fils, je n'avais aucune idée de tout ça. Je suis tellement désolé. Elena n'arrêtait pas d'essayer de s'expliquer, balbutiant qu'elle voulait juste protéger Miguel, qu'elle savait que c'était mal mais pensait que ce ne serait qu'une phase, qu'elle ne voulait pas me faire de mal. Roberto ne voulait pas l'entendre. Sa voix était sévère et définitive. Il a dit à Elena de prendre son manteau, qu'il partait. Ils avaient beaucoup de choses à se dire en privé. L'air dans la maison a changé dès leur départ, laissant un vide lourd, rempli de l'écho des cris et des vérités déterrées. Isabella et moi sommes restés assis en silence dans la salle à manger. Le désordre du dîner, la chaise renversée de Miguel, le sang sur le sol où il était tombé, c'était l'image physique de l'épave de ma vie. Après ce qui a semblé une éternité, elle a parlé, la voix rauque d'avoir pleuré, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je l'ai regardé. Je ne ressentais plus de colère, juste un vide froid et un besoin de mettre fin à tout cela. Maintenant, ai-je dit, ma voix dépourvue d'émotion, maintenant tu fais une valise et tu pars. La maison est à moi, ce n'est pas un bien matrimonial. Tu as jusqu'à demain pour trouver où tu vas, mais ce ne sera pas ici. Elle a hoché la tête lentement, la tête baissée. Puis elle s'est levée et est montée faire ses bagages. Je suis resté assis à la table de la salle à manger, entouré des restes de ce que je pensais être ma vie, me sentant étrangement calme. Le pire était passé. J'avais affronté la trahison de front, j'avais survécu. Je savais que le chemin à parcourir serait long et douloureux, mais j'avais déjà fait le premier pas. Tout à partir de maintenant serait de la reconstruction. Les semaines suivantes ont été un flou de réunions avec Sarah Gutiérrez, l'avocate. Nous avons demandé le divorce avec toutes les preuves de l'affaire. Isabella a déménagé, à ma grande surprise, chez une amie. Pas avec Miguel. J'ai changé les serrures de la maison le lendemain du dîner. Le test de paternité a été programmé pour quand il serait sûr de le faire. Isabella a accepté sans discuter, peut-être encore avec un espoir désespéré que le bébé soit le mien, que cela puisse changer quelque chose. Mais pour moi, cela ne changeait rien. La confiance était rompue, la trahison était un fait indéniable. Les 6 mois suivants ont été une période de limbe. La procédure de divorce avançait lentement. Isabella et moi n'avions qu'un contact minimal, uniquement par l'intermédiaire de nos avocats. Le test de paternité a été fait, et nous attendions le résultat, bien qu'honnêtement, le résultat ait cessé d'avoir la même importance. Qu'il soit biologiquement le mien ou non, cet enfant était le produit de la trahison de ma femme et de mon frère, un rappel constant de la dépravation de ma mère. Je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. Je suis retourné au travail avec plus de motivation. Carlos a continué à être un pilier de soutien, un véritable ami. Antonio m'a dit que Miguel avait été licencié peu de temps après le dîner, je suppose que son attitude, et peut-être une ou deux plaintes, sont parvenues à la direction, et qu'il s'était de nouveau mis dans le pétrin, cette fois plus sérieusement. Il n'a pas donné de détails, mais ça sonnait comme un problème grave.
Mon père, Roberto, et moi avons eu des conversations difficiles. Il était profondément déçu par Elena et Miguel. Notre relation s'est renforcée, unie par la douleur partagée de la trahison familiale. Elena a essayé de me contacter plusieurs fois, avec des messages qui alternaient entre l'autodéfense et la culpabilité voilée, mais je l'ai ignoré. Je n'étais pas prêt à pardonner, ni même à lui parler. Je commençais à retrouver le calme dans ma vie. La maison, ma maison, me semblait de nouveau un refuge. J'avais accepté les pertes. La vie que j'avais prévue était partie, mais j'en construisais une nouvelle, basée sur l'honnêteté et l'autopréservation. Je pensais que le pire était passé. Comme je me trompais. Il y a quelques semaines, 6 mois après ce dîner qui a tout changé, j'ai reçu un appel. C'était Elena. Elle semblait prudente au début, me demandant comment j'allais. J'ai simplement répondu par des monosyllabes. Puis elle est allée droit au but, elle m'a dit qu'elle et Miguel avaient besoin de me parler de l'avenir de l'enfant. J'ai accepté à contre-cœur, curieux et méfiant. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu public neutre. Et là, avec une audace que j'ai encore du mal à traiter, ils ont présenté leur demande. Elena, avec une expression sérieuse, a dit que Miguel n'était pas en mesure de s'occuper correctement de l'enfant, que j'avais la stabilité et que ce serait le mieux pour le petit. Miguel, qui avait l'air plus mince et avait un regard fuyant, a ajouté qu'il avait de graves problèmes juridiques et qu'il avait besoin d'une somme d'argent considérable pour les résoudre et repartir à zéro. Leur proposition, cynique et cruelle à l'extrême, ils voulaient que je m'occupe de l'enfant, que je l'élève, que je le soutienne, que je lui donne mon nom si nécessaire, et, en plus, que je paie les frais de justice de Miguel. Ils ont soutenu que la famille, c'est la famille, et que les erreurs passées devaient être pardonnées pour le bien de l'enfant. J'ai ressenti un mélange d'incrédulité, de rage et une étrange validation. C'était l'aboutissement logique de leur comportement, de leur égoïsme sans borne, de la conviction de ma mère que j'existais pour résoudre les problèmes de Miguel. Ils m'ont demandé de prendre la responsabilité de l'enfant né de leur trahison, et de payer les conséquences des actions de mon bourreau. J'ai regardé ma mère, mon frère, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de douleur ni de rage incontrôlée, j'ai ressenti une détermination froide et absolue. D'une voix ferme et claire, j'ai rejeté leur demande. Je leur ai dit que je ne m'occuperais jamais de cet enfant, que c'était leur responsabilité. Je leur ai dit que jamais, en aucune circonstance, je ne paierais un seul centime des dettes de Miguel. Je leur ai rappelé qu'ils avaient détruit notre famille avec leurs mensonges, et que je ne leur permettrais pas d'utiliser, de manipuler ou de détruire à nouveau ma vie. Je me suis levé et je suis parti, les laissant assis là, abasourdis par mon refus. Cette demande incroyable, est la raison pour laquelle je vous raconte tout cela. Pour que vous compreniez l'ampleur de la trahison, la profondeur du cynisme. C'est ma façon de traiter ce qui s'est passé, d'y mettre un terme, de m'assurer que je ne porte pas ce poids seul. Le chemin à parcourir est encore incertain. Le divorce est en cours, l'avenir de l'enfant est leur problème. Mais une chose est sûre, ce ne sera pas moi qui le porterai.